Le capitaine, c'est le personnage principal dans tout space opéra. Une définition du mot capitaine, tirée tout droit d'une encyclopédie galactique, pourrait ressembler à celle-ci. Il est le personnage responsable, moral ou légal, d'un réceptacle qui le protège lui et son équipage de l'espace et qui leur permet de voyager. Sa vie et celle de l'engin sont indissociables. Sans vaisseau, il n'est pas capitaine, le vaisseau pouvant être aussi défini comme le moyen de se mouvoir en dehors de notre système solaire. Le capitaine devient alors un prisme par lequel différentes visions, incarnées par son équipage, différentes visions du monde donc, vont s'exprimer et tendre vers le récit d'un voyage physique ou spirituel. Si le space opéra ne doit compter qu'une seule règle, elle tournerait autour du capitaine d'une voix mystérieuse et pleine d'écho. Un capitaine qui ne voyage pas n'est pas à sa place. Comme il y a deux périodes, il y a deux styles de capitaine, l'un et l'autre étant le reflet le plus pur des ambitions de leur créateur, aussi bien pour l'avenir de l'homme que pour leur propre présent. La nature même de leur rôle a également changé la nature des séries et des histoires, vu que, et la situation politique dans laquelle se trouve l'espèce humaine, sont les principaux ressorts d'un space opéra. Avant tout, et ce pour toutes les périodes, le capitaine est comme une unité de lieu et de temps, une unité de circonstance. Il est indissociable du space opéra. Avant la transition, le capitaine est l'homme providentiel, l'homme divin, le possible homme d'État qui a une vision globale des choses et qui conduit ceux dont il a la responsabilité vers une promesse d'un monde meilleur. Avec un homme comme lui, tout devient possible au-delà même de l'imaginable. La seule limite qui lui est imposée est définie par sa volonté propre à façonner son destin et celui de son équipage. À la différence d'un héros de la mythologie grecque ou du folklore médiéval, il ne court pas après son étoile, il la précède. Il est l'Ulysse des temps modernes, sans destin qui lui casserait les pieds. Il n'a pas de destin, le capitaine suit la voie qu'il s'est forgée en atteignant le poste suprême. Il n'est plus un homme, il est la vision. La machine logique et implacable de la conscience universelle que seul l'humain peut appréhender. Les capitaines ressemblent énormément aux grands hommes politiques idéalisés par l'après-guerre, et c'est bien normal. Aux sorties des conflits, les derniers grands héros capables de tout changer furent les hommes d'État d'envergure, ceux qui faisaient rêver des milliers d'électeurs lors des campagnes américaines. Les auteurs, artistes, sculpteurs dépeignent des héros anciens, depuis toujours en les transposant sous les traits d'hommes plus actuels. Ces héros de la vie politique sont ceux qui, une fois devenus présidents, ne reculent jamais devant l'adversité. Les capitaines de ces terres-là sont tous des JFK, des Roosevelt, des Churchill en puissance. Ils sont l'image de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ils sont le vecteur, l'incarnation et la grandeur de la nation. Les capitaines ont même dépassé l'incarnation de l'État-nation pour celle de l'État-planète, voire de l'État-galaxie. L'ancien capitaine est aussi une victoire du capitalisme, valorisant l'individualisme au profit de l'uniformité que propose le communisme, souvent barbare et hostile à l'univers et à son expansion. Le capitaine Kirk ne se bat-il pas contre les Klingons au fanion rouge, comme le communisme, un peuple tourné tout entier vers la guerre et l'expansion de l'Empire, selon l'américain moyen ? Ce type de capitaine est aussi le reflet de la pensée d'Occident, où un seul homme, par sa seule volonté, peut tout changer. Il se construit en opposition au manque de différence, de brassage, qui empêche l'émergence du talent. Ses seconds, ses assistants, ne sont que le réceptacle de sa toute-puissance. La science et l'ingénierie servent et subliment son talent. La recherche et le développement sont les deux moteurs du pouvoir qui permettent à toute société de se différencier et de cultiver la particularité qui aide ainsi l'homme d'Occident à remporter une bataille ou un marché, et ce encore aujourd'hui. Il maîtrise la technologie. Elle se plie à ses besoins, le sert dans ses desseins via son officier ingénieur. Dans les années 50-60, la technologie devait être au service des consommateurs. De nos jours, la technologie nous a plus ou moins asservis, nous transformant en rouage de nos propres chaînes de montage. La technologie, à l'époque où sortent toutes ces séries, promettait un avenir meilleur à ses utilisateurs. Le capitaine ne peut être qu'américain. Simple, élevé au grand air et au blé. Paysan sorti de la terre elle-même, il est le fils de Gaïa, sage parmi les sages, pour qui seule la tentation de servir sa mère patrie le consume. Normal, il est son représentant déifié dans l'espace. Il est un Superman en uniforme, voit un culte total à sa mission, comme Batman voit un culte aveugle à la justice. Son équipage humain subit des maux. L'amour, la mort, lui, consent à des sacrifices pour l'humanité. Ses problèmes à lui ne sont pas personnels, mais rentrent dans un cycle éternel. Quand il perd son amour, c'est au profit de la mission et des autres. Quand il perd un fils, c'est pour sauver l'univers. Pour finir, le capitaine n'a aucun intérêt à faire ce voyage, si ce n'est que d'être à sa place sur le pont. Tous les membres d'équipage ont une blessure, un passé qui les motive à attendre vers un autre avenir.
McCoy, alias Bones dans la série Star Trek, fuit un patient qu'il a dû euthanasier. Spock fuit un monde qui n'accepte pas son métissage. Data veut prouver par une affectation en dessous de ses compétences qu'il peut être humain. Dans Space Pirate Captain Harlock, Albator chez nous, tout l'équipage fuit une humanité qui n'accepte pas leur mode de vie. Albator, lui, ne fuit plus rien. Il est à sa place parmi les étoiles et affronte ce que la galaxie lui présente. Les compagnons du Docteur dans Doctor Who fuient la banalité de leur vie et tendent à ouvrir leur esprit. Le Docteur, lui, ne fuit plus rien, car plus rien ne rattache à la vie hormis l'univers. Le capitaine d'antan, et on pourrait le croire au vu de certains épisodes, peut être faillible. Il s'énerve, tombe sous l'emprise d'une machination, d'un virus, mais à y regarder de plus près, finalement, il ne trébuche pas vraiment, sauf quand on le pousse à faire appel à son humanité. C'est là la notion d'un élément extérieur et non inhérent à sa personnalité qui le fait fauter. Ce n'est jamais de sa faute sur le fond, toujours un uniforme rouge qui a mal fait son travail. Dans Star Trek, la série classique, Kirk perd le sens commun quand il reconnaît dans une pièce de théâtre l'homme qui a exterminé la colonie dans laquelle il a grandi. Ce traumatisme le pousse à réclamer vengeance là où un héros demanderait justice et équité. Mais finalement, c'est la partie humaine qui parle. C'est la peur d'un retour en arrière, d'avant sa déification qui le motive à une telle barbarie. C'est aussi celui qui faute qui le pousse dans son humanité. Une fois sa partie divine écoutée, il accepte de demander justice et n'a plus aucune haine. Finalement, la seule faiblesse qu'ont les capitaines est de se laisser de nouveau gangréner par leur humanité. Le capitaine et tous les hommes qui peuvent exister. L'ami, l'amant, le guerrier, le stratège, le sage, le savant. Il n'en reste pas moins que son dernier lien est celui de la chair, celle qui dépérit avec le temps et que seul le docteur peut soigner. Le docteur est donc le seul à rappeler sans cesse au capitaine que ses racines sont mortelles et qu'il peut à tout moment couper son lien divin, car l'arrogance conduit à l'abus. Le capitaine des années 60, 70, 80 ne cherchait pas un but autre que de se conforter à l'idée qu'il se faisait de la vie et de l'univers. Il cherche sans chercher des réponses et cueille le savoir de l'univers et les mystères là où il s'offre à lui. Le capitaine peut être assimilé au super-héros, de par le fait qu'il prend tous les risques pour sauver son équipage, un peuple ou la galaxie. Mais il n'en est rien. Le super-héros a la conscience de son devoir d'équité et de justice. Il œuvre pour un équilibre entre le bien et le mal. Le capitaine, lui, œuvre à échelle de l'univers pour la vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il est au-dessus du bien et du mal. Les dieux ne s'encombrent nullement de ses considérations morales. Les scénaristes de l'époque ont conçu un capitaine qui devait ressembler à l'homme du futur, un être guidé par la science, un homme parfait, plus proche de Dieu par sa compréhension de l'univers que par sa spiritualité, qui pouvait être, selon eux, dévoyé. L'homme dans l'espace retrouvera sa place divine, car il a la connaissance de tout ce qui sera et maîtrise tout ce qui est. Et vient le capitaine d'aujourd'hui. Un homme qui ne trouve jamais sa place, car il ne se voit plus dans l'univers, il ne se perçoit plus lui-même. La science le dépasse et la technologie le surclasse. Les deux sont devenus le problème, la chose dont il faut se méfier, car il fait passer l'autre, l'ennemi, pour plus terrible qu'il n'est. Il se cache derrière l'humour et l'impertinence, mais il est perdu. Les frontières du bien et du mal sont devenues troubles. Elles disparaissent même comme le mur de Berlin. Il a besoin du scientifique qui, tel un prêtre, est le seul à comprendre le message de l'univers. Il n'est plus que le seigneur guerrier, le seigneur qui lutte pour que d'autres n'aient pas à le faire. L'arrogance peut être aussi son moteur, le fait d'être le seul à sauver le monde suffit à donner un sens à sa vie, qu'il espère courte. Le colonel Jack O'Neill, dans Stargate, fuit son passé douloureux, la perte de son fils. Et il voit dans sa croisade l'idée d'en finir vite, utilement en rachetant sa faute. Cette faiblesse le poursuit, et quand il l'accepte, ce que l'univers a à lui donner, il comprend que fuir est aussi un moyen de donner un sens à sa vie pendant un temps. Il fuit les réponses et surtout les questions. Il a peur et se ferme. Il ne vit que pour sa mission qui le réconforte dans son besoin de non-réflexion. Et quand il se pose les bonnes questions, il pense ses blessures, mais atteint un autre niveau de conscience. Une conscience qui se sent étriquée dans le rôle de capitaine. Sa vraie place est chez lui, car l'univers dans nos sociétés, c'est nous. Chacun de nous avons notre propre cosmos. Le capitaine, dans Star Trek La Nouvelle Génération, est l'un des plus beaux spécimens de Captain Obvious. Cette série ayant démarré en même temps que les films mettant en scène les vieux de la vieille, les premières saisons nous dépeignaient un chef de passerelle froid et méthodique, posé. Il faudra attendre quelques saisons pour qu'il confie que son engagement était un moyen de fuir une tradition familiale trop lourde et une peur de ne pas assurer une descendance. Au fur et à mesure des saisons, il n'est plus sûr réellement de toutes les valeurs qui l'ont formé. Sa rencontre avec les Borg et son assimilation finiront par le forcer à se remettre en question.
Nos capitaines sont désœuvrés, car les limites du bien et du mal n'existent plus. La frontière entre l'ennemi et l'allié est sombre. Ainsi, Sheridan ou Sinclair dans Babylon 5 se méfient toujours de l'ancien ennemi, les Minbari, avec lesquels ils sont obligés de collaborer. La technologie évolue tellement vite, toute seule, qu'elle dépasse notre potentiel de compréhension. Les humains doivent, comme de nos jours, se surspécialiser dans un domaine pour être utiles et productifs. La technologie nous a rendus également esclaves et est la source de nombreux problèmes économiques et sociétaux. La science pose plus de questions qu'elle n'en résout. Le nouveau capitaine se remet donc en question en permanence. Comme les scénaristes qui l'animent, ils sont soumis aux aléas toujours plus nombreux de la vie et de l'audimat. Le nouveau capitaine de Babylon 5, saison 1, ne comprend pas sa nouvelle affectation. Il n'est ni le plus compétent, ni le plus aimé parmi les extraterrestres qu'il doit gérer. C'est lorsqu'il comprend que sa vie, via une anomalie temporelle, va affecter toute la destinée d'un peuple sur des centaines d'années, qu'il réalise pourquoi il est là. Il prend conscience alors de son rôle dans l'espace-temps. À ce moment, sa place de capitaine est trop petite pour sa nouvelle conscience. Il devient alors un prophète qui va influer sur le temps. Imaginez Kirk doutant sur la passerelle, sur la pertinence de son commandement. C'est tout simplement impossible. Benjamin Sisko, dans Deep Space Nine, est dans la même cas de figure que son collègue de Babylon 5. Son rôle de militaire ne lui convient plus, et beaucoup le voient comme un prophète du peuple dont il a la charge. C'est lorsqu'il acceptera sa raison d'être que la victoire lui sera définitivement permise, et que le bonheur entrera dans sa vie. Il ne fera alors plus qu'un avec l'univers, laissant son siège de capitaine vide. Là où le capitaine d'autrefois affrontait des machines infernales et des cataclysmes, le nouveau capitaine affronte ses peurs, ses tourments et ceux de son équipage. Les ennemis sont moins redoutables en force ou en taille, mais beaucoup plus pernicieux car ils empêchent la marche vers cette illumination en faisant sombrer nos capitaines dans leurs plus bas instincts. Le vrai méchant, l'ultime bad guy, est plus dans notre intimité, dans nos travers d'humains que derrière tous les Borg ou les Daleks de la galaxie. John Crichton n'a de cesse de plonger dans sa psyché à cause de Scorpius, qui n'est d'autre que la représentation d'une âme humaine faustienne. Le faire fuir, ne pas vouloir se poser les bonnes questions, rend plusieurs fois notre héros fou et atterré par la douleur de vivre. La mort comme ultime lâcheté est une solution souvent évoquée sous couvert de sacrifice ou de mission suicide. Les capitaines sont alors plus proches de nous, spectateurs, comme le sont les scénaristes qui les imaginent. Les autres, les anciens, étaient en grande partie un idéal que nous devions suivre ou imiter le plus possible. Les capitaines d'aujourd'hui sont dorénavant à notre image. L'univers leur porte alors un prisme sur leurs souffrances en soulignant leurs faiblesses. Il faut qu'ils s'en défassent s'ils veulent passer à la prochaine étape de l'évolution. Le capitaine Picard, lorsqu'il est torturé par l'ordre obsidien, avoue que s'il y avait eu une séance de torture supplémentaire, il aurait certainement cédé à ses bourreaux et à sa nature. Ce grand homme, alors réduit à l'impuissance, bénéficie de la pitié du spectateur qui, par catharsis, se demande s'il aurait pu résister au temps. L'épisode démontre alors que tout grand homme qu'il est, il peut être faible, vulnérable et gémir. Les capitaines doivent alors partir de plus bas que leurs homologues des années 60, 70, 80 pour éventuellement les dépasser. Les scénaristes voient dans ce dépassement de soi une capacité nouvelle à mieux appréhender les lois de l'univers. Là où l'ancien capitaine vivait dans un monde binaire, les nouveaux comprendront mieux que rien n'est ce qu'il semble vraiment être et permettront ainsi à la vie de se saisir de beaucoup plus d'opportunités. Le nouveau capitaine est alors l'égal de sa mission. Il sait qu'il ira aussi loin que possible, le possible devenant une limite que n'avait pas son ancêtre, mais qui rendra sa victoire encore plus éclatante. À noter que l'ancien capitaine, et surtout pour Star Trek, est souvent classé comme un mauvais capitaine par son individualisme. C'est un faux procès, ou du moins avec le mauvais chef d'accusation. En effet, il ne répond pas aux idées auxquelles les autres capitaines se plient aveuglément et dans lesquelles ils ont besoin d'être soutenus par un règlement et une déontologie de base. Pourquoi ? Ils n'ont pas la même foi en l'avenir que les capitaines de la première génération. Là où avant tout était possible, dorénavant, les intrigues et la politique brouillent les perspectives d'avenir. Le nouveau capitaine a besoin d'un code d'honneur, d'un règlement de base qui sera les prémices à une réflexion sur ce que sera sa voie intérieure. Il a aussi besoin de se sentir en adéquation avec cette voie intérieure. Dans un monde sans repères, son code personnel est pour lui la seule carte de l'univers. Ses valeurs morales, bonnes ou mauvaises pour d'autres, sont les seuls phares qu'il accepte de suivre. Pour bien comprendre, sa base est le règlement qui a fait de lui le capitaine qu'il est, et son code moral est un dépassement de cette programmation martiale. Voici un point commun qui existe entre les deux types de capitaines. L'homme n'est mauvais que lorsqu'il combat contre sa nature. Encore une fois, l'univers n'a que faire du bien ou du mal, il y a un ordre des choses à respecter. Respecter son code de valeurs en fait partie, car c'est l'ordre naturel des choses. À
travers l'évolution du capitaine dans le space opéra, c'est toute une vision de l'humanité et de son rapport à l'univers qui se dessine. Le capitaine d'hier était une figure héroïque quasi divine, projetant sur l'avenir les idéaux d'un monde rationnel, conquérant et confiant en la science. Il incarnait la volonté triomphante de l'homme sur son environnement, un guide aux certitudes solides, garant d'un univers maîtrisé. Le capitaine d'aujourd'hui, en revanche, reflète une époque de doute et de fractures. Dépassé par la technologie, ébranlé par les limites morales et les ambiguïtés du réel, il est un être en quête de sens, souvent hanté par ses blessures intimes. Moins héros que miroir, il symbolise un être humain faillible, vulnérable mais profondément humain, cherchant à donner une cohérence à un monde complexe et incertain. Ainsi, le space opéra ne change pas seulement de décor ou d'époque. Il modifie ses héros pour mieux interroger nos propres espoirs, nos peurs et nos mutations. Le capitaine reste central, non plus comme une figure parfaite et lointaine, mais comme révélateur des tensions contemporaines. Hier guide, aujourd'hui témoin, il continue de naviguer à travers les étoiles, non plus pour dominer l'univers, mais pour mieux comprendre ce que signifie y trouver sa place. Merci d'avoir suivi cette nouvelle odyssée au cœur du space opéra. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire quel capitaine vous a le plus touché. Et on se dit à très bientôt dans les étoiles.